Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? L'instant Pur Cinéma a l'immense plaisir, la joie et l'honneur d'accueillir pour sa 22e entrevue et la 10e de cette saison 2. On se rapproche de la fin. Pour la toute première fois, un compositeur, mais aussi romancier, enfin écrivain, on y reviendra, Jérôme Rebottier. Avant toute chose, Jérôme, salut, comment ça va? Bonjour Jean-Charles, ben, ça va bien, enchanté. Merci de cette interview déjà. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Comme je l'ai dit et je te l'avais dit, tu es le premier compositeur à intégrer le podcast et j'en suis vraiment très content. Eh ben, un grand honneur pour moi aussi. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, à l'heure où je te parle, un mail est prêt à t'être envoyé. Ce mail, il est complètement vide de contenu, mis à part 2 pièces jointes. Ces 2 pièces jointes sont strictement identiques dans le fond. C'est sa forme qui va changer, à savoir le format. Pour que je m'assure que tu puisses le lire, tu le remarqueras, il s'agit de 2 fichiers audio. Jérôme, une personne que tu connais a souhaité te laisser un message et tu l'écouteras donc à la fin de cette entrevue. Voilà, je te laisse avec ça. D'accord, ok. Information intéressante pour commencer. Est-ce que tu as eu des petites vacances cet été ou pas du tout? Ah oui, mais je ne sais pas ce que... Enfin, vacances veut dire loin de Paris pour moi, parce que je continue quand même à faire de la musique. D'accord, ok. Pas du tout au même rythme, puisque quand je travaille dans mon studio à Paris, je travaille un peu... C'est un peu constant quand même. Hein. Ouais, ok. Sauf quand j'écris. Mais quand j'écris, je ne fais pas de musique, mais comme je le dis souvent, l'écriture est ma musique silencieuse. Oh, c'est beau, c'est très bien dit, j'adore. Donc oui, j'ai pris des vacances, je me suis reposé, je pratique un peu mes instruments quand même. Je fais du violoncelle depuis quelques années et comme j'ai commencé très tardivement, ça me demande de le travailler tous les jours. Donc ça, même en vacances, je continue à travailler tous les jours et puis je réfléchis à ce qui s'est passé pendant l'année, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette année notamment, et puis je mets en place les choses pour la suite, voilà. Ok, donc des vacances toujours proactives. Ah oui. Je sors difficilement d'un milieu comme la musique, je pense que je suis pas du tout le seul. Ouais, c'est clair. Eh ben, je suis d'autant plus honoré de t'accueillir et heureux parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais le Comte de Monte Cristo a passé en ce début de semaine, début septembre donc, les 8 millions de spectateurs. C'est une vraie prouesse. Quel film. Waouh. C'est phénoménal, phénoménal. On s'attendait pas du tout, je pense, à ça. On le rêvait dans nos plus grands rêves. Il reste qu'à apprécier tout ça et à se dire que c'est quand même dingue d'avoir fait mouche avec un film qui part d'un roman où au départ je sais que les réalisateurs, on s'en parlait beaucoup et on se demandait si ça allait plaire aux moins de 40 ans en se disant bon, c'est issu d'un roman, ça va peut-être ennuyer tout le monde. Est-ce que les jeunes vont s'y intéresser? Et alors, c'est plus qu'un oui, c'est un oui énorme et c'est la déferlante dans les cinémas et c'est surtout les jeunes qui font le succès du film. Donc c'est vraiment, je trouve, une grande fierté pour tout le monde de se dire que voilà, d'avoir participé à ce film qui remet en route une forme de littérature aussi et en ça le pari est gagné. Ouais, certaines personnes pourront évidemment dire que le film est différent du roman, tout ça, oui,
il y a des différences. Bien Ils sûr, se mais disent c'est normal. que c'est pas bien de toucher à Dumas, mais à la fois, je pense que le pari est gagné dans le sens où ça pousse énormément de jeunes à lire Dumas Complètement. et qui ne l'auraient jamais lu s'il n'y avait pas eu ce film. C'est clair, et j'allais y venir justement. Ouais, les ventes ont explosé en plus du Comte de Monte Cristo. Les librairies se régalent et on est hyper heureux pour les librairies. On est hyper heureux pour que le monde entier en fait puisse découvrir le Comte de Monte Cristo pour ceux qui ne l'avaient pas découvert, ou relancer la lecture pour ceux qui l'avaient déjà lu. Donc, Il faut saluer aussi l'idée et le pari qui a été fait de Dimitri Rassam, Mathieu la Delaporte, prise de risque, complètement. la prise de risque de se dire on refait un Monte Cristo, qu'est-ce que ça va donner, mais à la fois c'est un truc vraiment formidable et on a envie aussi de revenir sur ce roman. Complètement, et du coup on y vient, mais les 8 millions donc, sont passés là depuis quelques jours à l'heure où on enregistre, et j'ai vu ce matin un message de Dimitri Rassam sur les réseaux justement, où il se félicitait bien sûr du succès du film, et où en fait il disait que c'était vraiment son objectif à lui personnel. Il voulait pas trop le dire pour pas paraître trop ambitieux, etc., pour pas non plus porter la poisse au film, etc., mais c'était secrètement son objectif. Il est atteint, et on ne peut que le féliciter, lui, les réalisateurs et tous ceux qui ont pu participer au film. Ah bah évidemment, ils ont mené tout ça d'une main de maître. Je pense qu'effectivement, c'était, il le dit, hein, c'était dans son poste, c'était son rêve. Le film, en plus, sa carrière n'est pas finie puisque le film est toujours premier au box-office. Le film a fait, je crois, quasiment 200 000 entrées ce week-end, ce qui est phénoménal. C'est époustouflant, toute cette histoire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est... Pour l'heure, on attaque avec la partie 1 parce qu'on n'avait toujours pas commencé. C'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Jérôme, tout d'abord, en quelques mots, c'est quoi ton parcours? Non, mon parcours est un parcours relativement d'autodidacte et de passionné. J'ai appris quand même le classique enfant, mais j'ai appris le classique parce que j'ai été élevé par une de mes tantes qui était professeure de classique. Donc, comme souvent, elle m'a donné le goût du classique, mais elle n'avait pas le temps de me l'enseigner parce qu'elle était prise par les cours qu'elle donnait aux autres. D'où cette espèce de petite frustration en ayant très envie de faire de la musique et cette passion qui est née de vouloir en faire. Et en fait, du coup, adolescent, j'ai laissé un peu le classique et je me suis intéressé à tout ce qui est rock, musique des années 50, 60, 70, très particulièrement. Et après avoir fait un petit passage dans le jazz vers 18 ans, je me suis mis à faire des musiques de films parce que des étudiants en cinéma ont commencé à me demander de faire des musiques de films. Et d'abord, on m'a appelé parce que j'étais spécialisé pour le premier court-métrage que j'ai fait, on m'a appelé pour me demander de faire de la musique de country américaine, parce que je connaissais très bien cette musique. Et j'ai enregistré ça, et en enregistrant la musique du film, on avait monté un petit groupe avec des gens que je connaissais. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie forcément d'écrire de la country et de faire des chansons de country sur un film, j'aurais envie de mettre des violons. Et là, un espèce de déclic dans ma tête et je me suis mis à retravailler le classique et à reprendre tout en me disant maintenant je vais faire d'autres musiques de films, mais je vais écrire des quatuors à cordes, des musiques pour orchestre, des choses comme ça. Et du coup j'ai replongé dans la musique classique et j'ai commencé à faire beaucoup de musique de court-métrage et de BO en étant un peu hybride au départ, en faisant un peu de cordes, des morceaux de pop, de rock, de musique même folklorique, de plein de choses. Et petit à petit, ce rêve de faire de l'orchestre est devenu réalité. J'ai commencé à faire une première séance d'orchestre, puis une deuxième, et puis voilà. Et j'en suis aujourd'hui à avoir des moyens incroyables pour enregistrer la musique de Monte Cristo. C'est un peu l'aboutissement de tout ça. J'avais déjà fait des musiques pour orchestre, mais c'est vrai que là, on passe quand même un palier. Ouais, c'est génial. Et moi, j'avais vu le reportage Ennio, justement sur Ennio Morricone. Et lui en fait quand il a commencé la musique de film, notamment pour Sergio Leone, il dit que voilà, il avait été complètement rafalé en fait par la profession, qui considérait en fait la musique de film comme un sous-genre de la musique, vraiment de la basse besogne en fait. Et aujourd'hui heureusement ça a bien évolué, mais c'est un truc de fou comment aujourd'hui les musiques de film sont pour les compositeurs, après, pas un passage obligatoire, mais un
un passage qui leur plaît vraiment de pouvoir être dans des grosses productions, de pouvoir être peut-être un peu plus libre que de faire en fait de la musique comme ça pour un orchestre, etc. C'est vrai que j'imagine que ça doit t'offrir quelques petites libertés et quelques moments de plaisir assez importants. Ouais. Alors oui, c'est vrai que c'est des grands moments de plaisir. Après, on est en train de fabriquer un film tous ensemble, donc il y a quand même beaucoup de contraintes, beaucoup de choses. Écrire de la musique de film, c'est avant tout participer à l'élaboration d'un film. C'est pas que écrire de la musique. Donc, dans des projets comme Monte Cristo, où la musique a une importance énorme dans le film, évidemment, on écrit vraiment de la musique, on fait des morceaux longs, on a tout le plaisir du compositeur de musique de film tel que le grand public l'entend, on va dire. Après, dans beaucoup de films, on a un rôle beaucoup plus petit, mais très important aussi, parce que même quand un film a 4 musiques dans le film, la musique est toujours importante. S'il y en a, c'est que ça sert à quelque chose, sinon ça sert à rien d'en mettre. Mais dans Anatomie d'une chute, par exemple, on est un peu à l'inverse de Monte Cristo, il y a très peu de musique, mais les musiques au piano, par exemple, sont très importantes. La scène de début, si on enlève la musique, la scène de début n'existe pas. Donc c'est vrai que dans tous les cas, la musique est importante, et je dirais que le vrai plaisir pour un musicien de film, et ça c'est important que les gens qui veulent faire de la musique de film se le disent, c'est que le vrai plaisir pour un musicien de film, c'est de fabriquer un film. Avant tout. Parce que faire de la musique, sinon on fait des disques, mais fabriquer un film, c'est quelque chose, et parfois on peut faire peu, mais si le film est bien et qu'on est fier du film, eh ben on a rempli notre contrat. Ouais, c'est ça. Et toi, concrètement, tu interviens à quel moment sur les films? Plutôt dès le scénario, plutôt au niveau du tournage? Est-ce que tu composes des musiques spécialement pour les plateaux, ou alors tout est fait pendant, en simultané, après? Alors, je dirais que c'est différent à chaque film, mais quand on travaille avec des gens avec qui on a déjà travaillé, je préfère vraiment commencer dès l'étape du scénario. Je discute avec les réalisateurs et notamment pour Monte Cristo, j'avais écrit beaucoup de musique sur le scénario qui nous a donné, on va dire, une certaine humeur déjà du personnage et le thème de Monte Cristo, en fait, sa mélodie qui revient finalement pendant tout le film de manière assez différente, mais elle traverse tout le film. J'ai insisté pour que la mélodie, justement, ne soit pas toujours jouée de manière exacte parce que ça aurait donné un côté trop ancien à la musique du film. Donc, je la suggère dans quasiment chaque morceau. Elle est là. Mais elle est parfois cachée ou parfois on l'entend vraiment. Et là, j'ai vraiment travaillé quelques musiques pour le plateau, oui. Puisque il y a la chanson d'Haïdé d'abord, qui a été la première musique que j'ai écrite sur un poème roumain du XVIIIe siècle qui s'appelle une Doina. On a travaillé avec Gulaya Sertoru, qui est une chanteuse absolument fabuleuse. Ça a été un grand moment que d'enregistrer cette chanson. J'ai appris beaucoup et je pense qu'elle aussi, on n'était pas dans le même univers puisqu'elle est turque, c'est une très grande chanteuse et c'est vrai qu'on s'est vu quelques fois avant d'enregistrer et je pense qu'il y a un truc qui s'est passé vraiment très fort musicalement. La chanson est née de manière assez magique. Donc il y a eu ça et puis il y a eu aussi les musiques, par exemple les enfants qui chantent dans l'église au début, il fallait faire un arrangement de la chanson, donc j'ai dû faire ça. Il y a un petit passage où une comédienne chante, une des comédiennes, Julie de Bona, chante au milieu du film Victoria, qui est très court finalement dans le film, mais on a quand même enregistré la chanson qui était en fait une adaptation d'un air d'opéra. Donc ça c'est le premier travail, c'est ça, c'est de donner les musiques qui servent pour le tournage. Et pendant ce temps-là, avant le tournage, on discute un peu des thématiques. Et une fois que le tournage est lancé, le montage commence. Et moi, j'ai travaillé donc avec la monteuse qui, elle, avait déjà les musiques que j'avais écrites sur scénario et qui a posé des musiques. Et puis après, on a discuté, on a échangé. Et pendant que le film se tournait, on a essayé sur chaque scène qu'on recevait de fabriquer, de trouver la bonne musique et la bonne intention. Et là, je me suis mis à écrire beaucoup de choses à l'image jusqu'à la fin du film. Évidemment, une fois le tournage terminé, les réalisateurs
viennent, ils voient ce qu'on a fait, ils disent oui, non, et là, ils suggèrent aussi des choses, ils ont leurs idées, et là, on travaille tous ensemble, monteuse, réalisateur et moi, pour trouver la bonne solution pour le film. C'est génial. Et du coup, t'as complètement fait la transition avec une question que j'allais te poser un petit peu plus tard. Mais donc toi, tu interviens pendant le montage du film pour donner justement une expertise, pour donner un petit peu des avis sur comment positionner peut-être tes musiques, etc. Ah oui, ça, on le décide tous ensemble. C'est-à-dire que moi, quand j'envoie mes musiques, j'envoie une proposition de calage. La monteuse Célia Lafitte Dupont, qui est une grande fan de musique et qui est très forte aussi en musique, a aussi son avis là-dessus. On en parle, on n'est pas toujours d'accord. Parfois, on la cale d'une certaine manière et on va y revenir 15 fois avant la fin du montage, parce que ça dépend aussi de ce qui se passe avant, de ce qui se passe après, de tout ça. Et puis, les réalisateurs ont aussi vraiment des idées. Le calage, comme je dis souvent, le montage est extrêmement important pour que la musique d'un film soit réussie. Ah oui, c'est sûr. Bien placer la musique au moment où tout ça, c'est bien d'avoir une bonne musique, mais c'est très important d'avoir une musique bien placée. Ouais, carrément, qu'elle démarre vraiment au bon moment, à la puissance qu'il faut, qu'elle ait peut-être une montée progressive, ou etc. Ouais. Ça te prend combien de temps la composition d'une BO ? Ah bah ça dépend. Parfois, on m'appelle au dernier moment pour écrire la musique d'un film qui est en fin de montage et j'ai 15 jours. Ah ouais, ça arrive ça ? Ah oui, bien sûr. Oh, le coup de pression, quoi. Oui, mais à la fois, alors, c'est sûr que quand on démarre ce métier, c'est un vrai coup de pression. Après, quand on a un peu l'habitude, de toute façon, il faut savoir que quand on travaille longtemps sur un film, on propose énormément de choses. Donc, de toute façon, on donne beaucoup de musique. Okay. Pour Monte Cristo, j'ai dû écrire, je sais pas, 5 heures, 6 heures de musique, j'en sais rien, mais beaucoup. Donc, après, faire un film en 15 jours, on est obligé de se dire, bon ben voilà, je donne ce que je peux donner et on fait avec ça. Ouais. Et c'est souvent pas... ne pas se poser de questions quand on a de l'expérience, ça peut être aussi une qualité. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis ça te permet peut-être de sortir des trucs auxquels t'aurais jamais pensé en y réfléchissant, ou de le faire comme ça un petit peu à l'instinct. C'est ça, mais c'est important au moment où on travaille, de travailler à l'instinct. Ouais. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup à l'instinct. Quand je ne fais pas de film, je travaille des techniques, j'essaye des choses nouvelles. Par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur un disque que je prépare pour moi, qui n'est fait qu'avec des voix. Donc ça m'oblige à travailler des tas de techniques de voix, parce qu'aujourd'hui on peut tout faire, on peut prendre des voix, on peut en fabriquer des synthétiseurs avec, il y a des tas de choses. Tout ça j'expérimente, ce qui fait qu'au moment où je suis dans un film où je me dis tiens, je ferais bien un truc avec des voix, j'ai déjà toute ma technique qui est en place. Et je peux très rapidement juste me baser sur ce que je ressens et sur les émotions. Parce que c'est ça le plus important, c'est que quand on écrit, de ne pas perdre son propre côté spectateur et de se dire ok, j'ai fait un truc, mais finalement je sais même pas ce que j'ai fait. Je l'ai fait et je le regarde après et je me dis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Puis, en fait. J'imagine en plus de ça, c'est génial parce que d'un côté tu te formes entre guillemets personnellement, même si c'est pour du pro, pour un disque, mais du coup tu vas pouvoir te resservir justement des techniques que tu as appris pour les intégrer justement dans des BO et tout ça. Ça doit être hyper gratifiant et tu dois gagner un temps monstre du coup à déjà avoir les techniques, à savoir comment faire. Évidemment, aujourd'hui, autant quand j'ai démarré le métier, je travaillais pas comme ça, mais aujourd'hui, je me pose plus la question de choses techniques. J'utilise ce que je sais faire. Ouais. Et comme j'ai travaillé beaucoup de choses, j'ai la chance d'avoir un panel assez large, mais je ne cherche pas au moment où j'écris la musique, sinon ça donne des choses qui sont moins... je pense que c'est plus difficile de mettre de l'émotion quand on est en train de chercher, en fait. Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Comment est-ce que... là, je vais prendre l'exemple de Monte Cristo, mais comment est-ce que tu trouves le nom des musiques, par exemple ?
Genre, tu sais, entre le trésor, entre eux, etc. Est-ce que ça vient un peu instinctivement? Est-ce que c'est que une fois que le montage est terminé, que les musiques sont posées, on se dit tiens, bah c'est la scène où il découvre le trésor, donc ça s'appellera le trésor. Est-ce que comment ça se passe? Alors le trésor, ça s'est toujours appelé le trésor puisque c'était la scène du trésor, donc voilà. Ouais. Et puis c'est vrai que finalement, je me suis aperçu que ce nom, une fois que le morceau a vraiment marché, je me suis aperçu que ce nom était bien choisi parce que les gens aiment le nom en plus. Le trésor, quelque chose de très fou. Mais parfois, alors les noms des morceaux, on les décide au moment où on fait la BO, donc très très tard. Mais il y a bien sûr des noms de copies des de noms de travail travail, quand on est en ouais. montage. Par exemple, le morceau qui s'appelle Edmond et Mercedes, pendant tout le montage, s'appelait Les Jours Heureux. Et on a eu une discussion un jour avec les réalisateurs qui me disent mais tu ne peux absolument pas garder ce nom, d'avoir un morceau qui s'appelle Les Jours Heureux. Alors je sais pas, moi je n'avais pas forcément d'avis, mais je me suis dit, effectivement, bon voilà, j'ai changé le nom. C'est la décision des noms est un travail qui se fait tout à la fin, et bien souvent une grande partie des noms existent déjà depuis qu'on a fabriqué le morceau. Eh bien écoute, on va pouvoir passer à la seconde partie, l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais la question demain ou après-demain en fonction de tes humeurs, de tes envies, eh bien tes réponses pourraient être complètement différentes et il n'y aura aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok, on essaie, je ne sais pas à quoi m'attendre. Quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust? Aïe, j'en ai plusieurs. Alors le film qui m'a le plus influencé, je pense, et qui reste quand même un film très important pour moi, qui est L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton, en fait. Ok. Je pense pas que ça soit mon film absolument préféré, mais en tout cas, c'est le film qui m'a vraiment incité à en faire mon métier, de faire de la musique de film, dans le sens où la bande-son, la musique est incroyable. Elle mélange chanson et score. Et j'ai appris à l'époque que Danny Elfman était autodidacte, et comme je l'étais en partie, ça m'a vraiment ouvert des portes en me disant mais moi aussi je peux faire des musiques aussi ambitieuses que ça, et allons-y. Génial. Je citerai ce film-là parce qu'il est très important pour moi. Juste petite précision, ce que tu appelles chanson et score, c'est quoi la différence? C'est quoi le... Alors, chansons, donc ce sont des chansons dans les films. Dans Ok. L'étrange Noël de Monsieur Jack, il y a toutes les parties chantées, puisque c'est comme un opéra. Et ce qu'on appelle le score, en fait, c'est la musique instrumentale qu'il y a dans les films. D'accord, ok, ça marche, merci. Est-ce que tu as une affiche de film préféré? Vertigo, je pense. Ouais, ok, Incroyable, génial. avec Hitchcock. Saul Bass qui est un graphiste tellement fou, de Hitchcock évidemment, Sueur froide en français, Ouais. il me semble. Mais je sais C'est pas ça. si Sueur froide existe toujours, parce que j'ai toujours trouvé que le nom français était moins fort que Vertigo. Ouais, j'ai beaucoup entendu parler de Vertigo et très peu de Sueur froide. Ouais. Mais l'affiche de Vertigo est incroyable, et puis alors, quel film, quelle musique, deuxième Madeleine de Proust, j'ai envie de dire. J'en ai peut-être une bonne dizaine. Ton dernier film vu au cinéma? Emilia Pérez, Oh oui, Jacques Audiard. voilà. Génial. Je l'ai vu la semaine Bah, dernière. grand exercice de style, évidemment. Ah ouais, complètement. Comédie musicale de plus de 2 heures, je crois. C'était génial. Moi, j'ai adoré. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Bah, là, on comprend tout pourquoi le prix de mise en scène à Cannes, quoi. Là, franchement. Ah bah bien sûr, il va Chapeau. évidemment rafler tous les prix. La réalisation est brillante, c'est sûr. As-tu un film que tout le monde aime sauf toi? Alors sur les films que tout le monde aime sauf moi, je pense que c'est plutôt un réalisateur, c'est plutôt Brian De Palma, et je sais que c'est une grande influence de Mathieu et Alexandre. Et moi, je n'ai jamais compris Brian De Palma parce que je suis très fan d'Hitchcock. Je suis pas très fan des années 80, et pour moi, il a transposé toutes les recettes d'Hitchcock dans les années 80, et je n'ai pas encore à ce jour trouvé la magie chez De Palma que tout le monde voit. Ok. Alors, comme je ne l'avais pas chez Lynch avant, qui est aussi un cinéaste qui a fait beaucoup de choses dans les années 80, peut-être que tout à coup, je comprendrai De Palma, et je pourrais voir tous ces films en les découvrant. Bah, moi, De Palma, je crois que j'ai dû voir peut-être que Mission Impossible, le tout premier. Je crois que c'est le seul que j'ai dû voir. Pourtant, il y a des films complètement dingues de Palma, mais je n'arrive pas à rentrer dedans, comme Phantom of the Paradise, Scarface, c'est De Palma. Ouais, j'ai toujours pas vu non plus. Ouais.
Ouais. Non, Scarface, c'est quand même un très grand film. Moi, je pense plutôt à Body Double, des choses comme ça, qui sont les films des années 80 de De Palma, qui sont pas trop ma tasse de thé, en fait. J'ai l'impression que ça a donné trop de naissance à trop de téléfilms. Ça a influencé trop de téléfilms pour moi. Je ne sais pas d'où ça vient. Parfait. Ton souvenir le plus lointain de cinéma? Ouais, tout ça, c'est super intéressant. Le problème, c'est que le premier souvenir que j'ai, c'est pas un bon souvenir. Mon premier bon souvenir de cinéma, quel est le premier truc qui m'a vraiment... En fait, ce qui est assez marrant, c'est que quand je pense la musique de film, je n'ai pas fait ça par amour du cinéma et par cinéphilie. J'ai fait ça parce que je me suis aperçu que quand on me donnait des images, selon les images, je n'écris pas du tout la même chose. C'est ça qui m'a intéressé. Et j'ai mis très longtemps avant d'aller chercher les noms des compositeurs, en dehors d'Ennio Morricone que j'ai vu quand j'étais gamin, enfin que j'ai beaucoup écouté quand j'étais gamin parce que mon grand frère écoutait ça, mon grand frère qui a 10 ans de plus que moi me mettait les BO d'Ennio Morricone. Je connaissais aucun autre compositeur en fait. J'ai découvert évidemment Herrmann assez tôt quand j'ai commencé à faire de la musique de film, mais je me suis intéressé à tout ça assez tardivement en fait. Donc c'est vrai que c'est pas, pour moi la référence n'est pas d'où je suis parti dans mon côté cinéphile et dans l'appréciation que j'avais du cinéma. C'est plutôt l'inverse. Ça a été, je suis parti du fait que la musique pouvait être fabriquée différemment en fonction des images, et c'est ça qui m'intéressait. Mon souvenir le plus lointain de film, moi je dirais que c'est Mon nom et personne. Ok. Et dont la musique notamment m'a beaucoup influencé parce qu'elle est folle cette musique quand même. Évidemment c'est pas le plus grand film du monde, mais pour la musique de film c'est quand même un grand film. Ouais, et puis même ce duo d'acteurs, c'est la folie quoi. Tous les deux, combien ils ont fait de films ensemble, c'est ça c'est dingue, évidemment ouais. La dernière, celle-là tu n'y échapperas pas. Ton plat préféré? Ah, mon plat préféré, alors ça je peux le dire, c'est assez simple, c'est des tomates mozzarella quand les produits sont complètement dingues. Oh, magnifique, j'adore. Avec la bonne mozzarella di bufala. Exactement. Merveilleux. Mais avec les bons produits, on est bien d'accord. Bien sûr, bien évidemment. Avec peut-être un petit zeste aussi de citron dessus sur la mozza. Pour le petit côté peps. Exactement. Eh bien écoute, on va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, place à la partie 3, c'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Le Comte de Monte Cristo, évidemment, passage obligatoire parce que les 8 millions de spectateurs, on l'a dit, c'est complètement fou. Mais ce qui est encore plus fou, c'est les retours spectateurs, d'autant plus sur la bande originale. C'est fou l'ensemble qui fonctionne d'une manière inouïe, en fait, le mélange entre le jeu des acteurs, les décors qui sont sublimes, les musiques qui sont envoûtantes. Tu vois, tout ce mélange vient s'imbriquer à la perfection, je trouve, dans le film. Et c'est une folie, ce mariage de tous les arts, de toutes les petites mains qui sont relayées tout au long du projet et qui donnent un tel film. Comment est-ce que ça s'est passé, la composition de la bande originale? Oui, de toute façon, le film est vraiment un ensemble. En fait, je pense que le fait que ça marche aussi bien, c'est que les gens sont pris par plusieurs choses, par les décors qui sont dingues, le jeu des comédiens qui est assez inattendu aujourd'hui en fait, et effectivement la musique a un grand rôle dans tout ça, puisque le souhait d'Alexandre et de Mathieu était de fabriquer un film un petit peu comme un opéra, et c'est pour ça qu'il y a autant de musique d'ailleurs. Moi je suis assez partisan des films avec moins de musique au départ, mais évidemment dans un film comme celui-là, c'est vrai que c'est incroyable, et puis c'est une grande chance de pouvoir écrire tout ça aussi. Mais à partir du moment où on s'est dit le film est comme un opéra, on s'est dit ok, la musique va porter toutes les scènes, tous les trucs, elle va vraiment accompagner. Le reste, je dirais que le reste m'échappe un peu, comme j'expliquais tout à l'heure, je veux pas trop réfléchir quand je suis en train de travailler, je me laisse porter par ce que je ressens, et je pense qu'il faut se laisser faire, faut laisser les choses se faire, faut laisser le film se faire. Beaucoup de gens prennent des décisions très précises, les réalisateurs savent qu'ils veulent faire ça, la monteuse travaille extrêmement techniquement, donc
moi, je pense que mon rôle n'est pas d'apporter encore un travail vraiment technique à tout ça, parce qu'on est bardé de travaux techniques. C'est de ressentir sincèrement les choses et dire, voilà, moi je vous propose ça, je pense que c'est bien, je pense que ça va être vraiment super. Et parfois, il faut que j'explique pourquoi je pense que ça va être super, parce que au moment où je fabrique la musique, ce sont des maquettes. Donc, par exemple, pour le thème de Mercedes, qui est quand même un thème qui a beaucoup de succès aujourd'hui, quand je suis arrivé avec la maquette, c'était joué par des samples d'ordinateur. Et effectivement, en fait, les autres comprenaient pas le morceau. Ils m'ont dit, mais on ressent rien. Et j'ai dit, mais en fait, rendez-vous compte, la mélodie est dingue, je pense que ça va être fou. Et on a choisi du coup d'aller enregistrer directement en studio. On a fait une séance de studio avec un violoncelle, un violon, et on s'est dit, tiens, si tous les thèmes qui nécessitent vraiment de l'émotion, on les testait. Et en fait, on a fait cette séance qui était absolument incroyable, et on est tous repartis de cette séance en se disant, bon bah voilà, moi je me suis dit, contrat rempli, si ça les intéresse pas avec ce que j'ai fait là, bah, je pense qu'ils comprennent pas mon travail. Et eux se sont dit en repartant, ah bah, c'est super, Jérôme, vas-y, maintenant fais ce que tu veux, on a compris. Il y a vraiment de l'émotion dans ce que tu as écrit. Tu en parlais tout à l'heure, justement. Le thème de Monte Cristo, tu l'as intégré un petit peu dans tous les titres. Comment tu as fait ça? Comment est-ce que tu as réussi à mettre des petites touches comme ça, par-ci, par-là, dans tous les titres? Alors ça, c'est vraiment, je dirais, c'est mon travail. Un truc que je sais faire, que j'aime faire, de faire des citations que même on n'entend pas. Le thème de Monte Cristo, évidemment, on l'entend plein pot au moment où il dit « Je suis le comte de Monte Cristo ». Et je trouvais qu'en fait, cette mélodie était relativement ancienne, parce qu'il y avait un côté très référencé à Bernard Herrmann. Et je me suis dit, en fait, de le citer de cette manière-là plein de fois dans le film, ça ne fonctionnera pas. Donc on l'a comme ça, à cet endroit-là. Je crois que ça revient sur le procès de la même manière. Après, il est vraiment dans le grave quand il est à l'église, où là on a un côté vraiment très pesant. Et puis il se promène, il est là dans le trésor, il est là dans la vie d'après, le morceau du générique de fin. Et il est là dans toutes les séquences de vengeance, il se balade, on l'entend pas. Ça, c'est pas grave, si on l'entend pas, on le reçoit quand même. Et je pense que le morceau du générique de fin, qui finalement orchestre ce thème de manière très simple, fonctionne vraiment très bien, parce que on a réentendu ce thème pendant tout le film sans s'en rendre compte. Et là, tout à coup, on l'expose comme un morceau. Donc on en profite pleinement. On va pouvoir avancer, 4e partie, place à la partie 4, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. On va jouer à un petit jeu, j'ai absolument aucun mérite, j'utilise un véritable jeu de cartes, ça s'appelle Focult. Le but, je vais te lire des véritables critiques de films qui fustigent des films. C'est horrible, c'est ignoble, mais le but c'est de retrouver de quel film ça parle. D'accord, alors là, qui est mon crayon si ça se trouve. Non, je ne sais pas. Allons-y, on verra bien si je... Pour t'aider, on y va par ordre chronologique de sortie des films. D'accord. C'est long, c'est lent et c'est racoleur. Le western spaghetti est mort, vive le cinéma. Oula, la dernière phrase est compliquée. Parce que c'est long, c'est lent, c'est racoleur, je dirais Sergio Leone. Oui, à l'époque. C'est ça. Il était une fois dans l'Ouest où le bon, la brute et le truand, mais... Tu l'as de 66, Le bon, la brute et le truand de Sergio Leone. Bien joué. Il y a un film incroyable. Carrément. L'honneur est sauf, 1 point. Déjà. C'est pas mal. C'est ça, au moins t'es tranquille. Un film plein d'emphase, trop ronflant, mais Depardieu est très bon, mais j'aime pas Depardieu. Bon, aujourd'hui, personne n'aime Depardieu, mais c'est pour l'époque. Ah, c'est Cyrano de Bergerac. Exactement, de 90, bien joué, de Jean-Paul Rapneau. Ouais. En film, et je pense que c'est un des films qui a le mieux marché à l'international de tous les temps, je crois. Hein. Ouais, c'est possible, ouais, carrément. 2 sur 2, peut-être la complète. Pauvre Scorsese, beaucoup trop obsédé par l'idée de parsemer son film d'indices balourds censés permettre un 2e niveau de lecture après la fin du film. DiCaprio est pas mal mais ne sauve pas.
Alors, je ne sais pas, Le Loup de Wall Street? Non, Non. un peu plus ancien. Ah, je sais plus. Alors, le problème, non, je sais pas. De 2010, Ouais. c'était Shutter Island. Ah ouais, mais incroyable. Incroyable. Complètement incroyable. J'ai adoré. Et alors, effectivement, justement, l'autre jour, je me suis dit que je reverrais bien ce film. Ouais, moi aussi, je l'ai pas vu depuis un petit moment et j'aimerais l'ai bien vu me le passer. refaire. 2 sur 3, je dirais l'honoré sauf, comme j'ai dit que j'étais mauvais à ce jeu, au moins comme ça. Exactement, 2 sur 3, écoute, t'es dans une bonne moyenne, c'est bien. Écoute, il est déjà l'heure de se quitter, on passe à l'ultime partie, la partie 5, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Non, dites. Merci, merci. Enfin, écoutez. On y est, je viens de t'envoyer un mail à l'instant, donc mail qui a 2 pièces jointes, 2 fichiers audio. Donc écoute, je te laisse regarder ta boîte mail et vérifier, actualiser pour voir si tu as reçu. Ah, voilà. Alors, donc c'est une surprise. C'est ça, tu as donc 2 pièces jointes, ce sont strictement les mêmes, c'est juste ces 2 formats audio différents pour que je sois sûr que tu puisses le lire. Oh bah les deux fonctionnent. Chez moi, les trucs audio. Oui, je me doute bien que... Quand même, heureusement qu'à mon studio, je peux entendre 2 formats. Alors, qui m'a envoyé un message? Message Jérôme. Voilà. Alors, j'écoute. Bon, ben, salut Jérôme. Écoute, je suis très heureux de participer à ton podcast. D'abord parce que j'admire beaucoup ton travail. Et puis, évidemment, on se croise régulièrement dans des réunions familiales puisque nous sommes liés. Voilà, pour les auditeurs qui ne le savent pas. On peut dire qu'on est cousins éloignés. Voilà, un petit peu un truc comme ça. D'abord, je voulais vraiment puisqu'on ne s'est pas vu depuis quelques temps, depuis la sortie du Comte de Monte-Cristo, te féliciter pour la musique extraordinaire que tu as fait pour ce film. Bon, tu fais toujours des super musiques, mais là, celle-là, elle est vraiment exceptionnelle. Et donc, voilà, celle-là, elle m'a vraiment bouleversé et toute la famille quand on a été voir le film. Donc, bravo. Alors justement, comme d'habitude, on se voit plutôt à des mariages ou à des baptêmes, voilà, toujours à des événements très heureux. Et je crois que la prochaine fois qu'on va se voir, j'en suis sûr, tu auras reçu le César de la meilleure musique. Et je voudrais donc te poser une question. Est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse un selfie tous les deux, toi avec ton César et moi à côté, évidemment, modestement. Voilà, je t'embrasse, bonne émission et vraiment... Ah bah sympa. Gilles, que je n'ai pas vu depuis un petit moment. Effectivement, comme il le dit, on est cousins éloignés. On va résumer ça comme ça. Et ça me fait très plaisir, écoute, figure-toi. Voilà, tu l'as évidemment reconnu, Gilles Demestre, pour nos éditeurs que j'ai interviewé il y a quelques temps. Il a été adorable, hein. Il a tout de suite accepté de te laisser un message. Je le salue s'il passe par ici. Écoute, je suis très touché, et puis c'est vrai que Gilles, il fait quand même dans son créneau des films complètement incroyables. Il a vraiment trouvé un truc qui lui va parfaitement, et qui, voilà, c'est lui qui sait faire ça. C'est chouette, et ça me ferait plaisir de le croiser effectivement bientôt. Par du César, je ne sais pas, puisqu'on sait déjà que c'est Emilia Pérez qui l'aura, mais... Ça va se jouer. Il y aura un match. Je crois pas vraiment, moi, personnellement, parce que Audiard est tellement césarisé, et le sera encore pour ce film, qu'en faisant une comédie musicale, je ne vois pas comment, et c'est justifié en fait. Le travail de Clément et Camille est exceptionnel dessus. Donc, écoute, dans tous les cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite à tous les deux d'être au moins sélectionnés pour les Césars. On verra. Ce qui est intéressant, c'est de faire des beaux projets et de continuer à faire ce qu'on aime et d'avoir des projets. Exactement. Écoute, sur toute l'interview, on s'est un petit peu concentré sur le cinéma, sur la musique, mais je l'ai dit, tu es aussi écrivain. Est-ce que tu as sorti un roman et est-ce que tu peux en dire un petit peu plus peut-être ? Alors oui, c'est un roman qu'on m'a incité à sortir, puisque j'écris des livres depuis un petit moment en fait. Ça fait une dizaine d'années que j'écris. C'est ma récréation en fait quand je rentre chez moi le soir. J'aime beaucoup écrire, et j'ai notamment écrit ce roman qui est en fait une fiction à partir de mon enfance.
Et j'avais écrit ça pour ma famille, pour mes amis. Et en fait, je l'ai fait lire à une amie d'amis pour avoir un conseil éditorial, on va dire, en ne voulant pas le publier. Et elle m'a dit, mais cette histoire va forcément toucher les gens. Je lui ai dit, écoute, je crois pas, non, c'est vraiment quelque chose de privé. Et à la fois, quand le livre est sorti, j'ai eu un nombre de témoignages absolument incalculable, qui fait que je me suis rendu compte qu'effectivement, parfois, on croit que sa propre histoire n'intéressera personne, mais les gens se retrouvent dans les histoires, et on le voit au cinéma. Il n'y a rien de tel qu'une histoire pour que les gens s'y retrouvent. Donc je suis assez fier de ce livre, et j'en ai écrit d'autres qui sont moins basés sur... moins autobiographiques. Et je pense que je vais prendre un petit peu de temps, là d'ailleurs, ces temps-ci, pour sortir le deuxième. Trop bien. Où est-ce qu'on peut te suivre toi, retrouver ton travail et tes projets ? Alors, où est-ce qu'on peut me suivre moi ? L'idéal, c'est sur Instagram, quand j'y suis, parce que là, j'y suis beaucoup, parce qu'il y a Monte Cristo et que j'ai été très sollicité, donc on m'a dit, il faut absolument que tu sois sur Instagram. Par période, j'y suis plus du tout, parce que je suis enfermé dans ma bulle, comme tous les compositeurs, mais c'est l'idéal, pour savoir ce que je fais, c'est de me suivre sur Instagram. Génial. Eh bien écoute, ça a été un vrai plaisir de t'accueillir réellement une nouvelle fois. Moi j'ai créé ce format pour mettre en avant, pour mettre en lumière celles et ceux qui fabriquent les films, les personnes de l'ombre qui œuvrent pour que le projet auquel eux y croient puisse aboutir. Donc voilà, l'entrevue touche à sa fin. Jérôme, merci infiniment une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ton temps, merci pour ta confiance, merci de t'être prêté au jeu. J'ai hâte de suivre tous tes prochains projets. Merci à Gilles pour son magnifique message. Et écoute, je te souhaite une bonne continuation. Bravo pour la BO de Monte Cristo. Et je te dis, je l'espère en tout cas, à bientôt. Merci beaucoup Jean-Charles. Je suis très touché d'avoir pu échanger avec toi. Voilà.